Nous sommes sur l'autoroute A9, qui relie Orange à la frontière espagnole. L'aspirant Atala et le gendarme Marquinet font partie du peloton de gendarmerie autoroutier de Poussan, près de Montpellier. Ils viennent de recevoir un appel radio. ASF. Les initiales pour Autoroute du Sud de la France, l'un des tronçons routiers les plus fréquentés d'Europe. Un poids lourd a heurté le véhicule d'un groupe de patrouilleurs autoroutiers. Ce sont eux qui entretiennent et sécurisent les tronçons d'autoroute. Ça correspond à un Mercedes, société Nucir. On va se mettre en place au niveau de 7. Ouais, c'est l'intercepté. L'accrochage n'a fait aucun blessé, mais le camion a pris la fuite. Il faut le retrouver. Il faut faire vite, car le camion pourrait sortir de l'autoroute à tout moment. La tâche est d'autant plus délicate que l'accident a eu lieu sur la voie opposée et que les gendarmes roulent donc dans le sens contraire du poids lourd. Et pourtant... Salut Sylvain. Il y en a un qui vient de passer, salut Sylvain. Parmi d'autres poids lourds, le gendarme a repéré un véhicule qui semble correspondre au signalement. On est presque au niveau de l'aire de Mont-Blanc et on a croisé un véhicule là, concernant... on n'a pas eu le temps de voir la plaque, on a vu la marque du véhicule, un Mercedes du Cirba. Du Ouais. On a vu, bref, il ressemblait en fait. On ne sait pas si c'est lui ou pas. On n'a pas eu le temps de voir la plaque en sens inverse. Donc est-ce qu'il y a peut-être quelqu'un qui peut s'y rendre quoi? Le délit de fuite après un accident est une infraction très grave à l'article L231-1 du Code de la route. Les gendarmes vont devoir mettre en œuvre tous les moyens dont ils disposent pour retrouver les fuyards. Il y a le véhicule noir également. Affirmatif, le véhicule noir qui est passé à votre hauteur là. Ces dernières années, même si le nombre de morts sur les routes de France a baissé, il reste toujours très important. Avec 24 millions de délits et infractions recensés en 2014 et plus de 3000 décès par an, les gendarmes et les pompiers multiplient les interventions. Excès de vitesse, Une Audi A3 à 163 km/h. alcool au volant, imprudence, C'est pas lui qui conduisait. les gendarmes n'ont qu'une obsession, traquer les chauffards pour éviter les accidents. En immersion avec ces anges gardiens de la route, nous avons suivi plusieurs pelotons de gendarmerie. Dans le département de l'Hérault, près de Montpellier, les gendarmes doivent faire face au comportement souvent irresponsable de certains usagers de la route. Allez, ok, d'accord. On arrive, 121, ils les ont cul, ils veulent pas s'arrêter. Et on fera toutes les pièces d'identité de tout le monde. Nous sommes également allés dans le département de l'Allier, où les gendarmes et les pompiers doivent régulièrement intervenir sur la route nationale la plus dangereuse de France, la RCEA. Je la pratique 3 fois par semaine, on le sait, c'est mortel. Sur cet axe, l'une des priorités des gendarmes, surveiller les poids lourds. Il y a un poids lourd blanc avec une bâche verte. C'est une distance de sécurité? Affirmatif. Dans ce secteur, les pompiers sont souvent sollicités pour des accidents très graves. Je vais vous poser un collier cervical, d'accord? Allez, c'est les ouvriers. Leur mission, sauver des vies, parfois dans des conditions extrêmes. Faut pas s'approcher. Ouais, on va voir ce qu'on peut faire. Accidents meurtriers, prévention intensive. Nous avons suivi ces professionnels dans leur quotidien, tantôt fait d'angoisse, Quand on intervient sur des accidents où il y a malheureusement des personnes décédées, c'est jamais des choses bien agréables, même pour nous qui intervenons dessus. et de stress. Wow! Sors de là! Des hommes et des femmes dévoués à une seule cause, assurer notre sécurité sur les routes de France. Retour sur l'A9, avec le peloton de gendarmerie de Poussan. Un poids lourd vient de percuter un fourgon de patrouilleurs autoroutiers et a pris la fuite. En coordination avec une autre équipe,
le gendarme Marquinet et son collègue mènent leur petite enquête pour tenter de retrouver le fuyard. Ouais, donc il y a le major qui est au téléphone avec Avec le patron. Ouais, ils ont trouvé le numéro sur internet et le. Ah ouais, de toute façon. Donc le mec là, le patron il est en train de donner les coordonnées du chauffeur en fonction de la plaque et. Les gendarmes vont à la rencontre des patrouilleurs autoroutiers pour constater les dégâts. Il n'y a pas de blessés, mais apparemment les patrouilleurs seraient choqués. Ils ont dû avoir très peur, mais ça arrive fréquemment. On a un gros souci au niveau des chauffeurs routiers qui ne respectent pas les distances de sécurité entre eux. Il faut savoir que c'est quand même 50 mètres. Il y a plus souvent 5 mètres que 50 mètres. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas de champ de visibilité devant. Ça arrive qu'ils fassent un petit écart et bien souvent, il y a du monde sur la bande d'arrêt d'urgence et voilà, c'est l'accident à chaque fois, quoi. Tandis que les gendarmes arrivent sur les lieux de l'accident, une autre brigade aurait vu le chauffard faire demi-tour. Oui, tu as un bus juste derrière toi. Il y a un bus derrière toi. Il serait en train de revenir sur ses pas. Bah, tu les regardes, James, je vais voir là-bas. Attention à toi. Chaque année, les patrouilleurs des autoroutes sont victimes d'accrochages. Un accident en moyenne tous les 3 jours. En attendant l'arrivée du poids lourd, le gendarme Marquinet va prendre des nouvelles des patrouilleurs présents au moment de l'accrochage. Adieu. Bonjour. Ça va? Il n'y a pas de bobo? Ça va, non, personne. Principal. Ah bah peut-être, regarde. Heureusement, les agents se trouvaient de l'autre côté de la glissière de sécurité au moment du choc. Le poids lourd est enfin revenu sur les lieux. Le gendarme Marquinet fait signe aux hommes qu'il va s'en occuper. Messieurs, bonjour. On a fait demi-tour. C'est pas moi qui étais au volant, mais Ah, c'est moi qui ai fait demi-tour. ok. C'est votre collègue qui conduisait? Ouais. Il est où votre collègue là? Il est parti chercher son permis derrière dans sa valise. Ah, tu restes avec le gars là? C'est un Ninou? C'est pas lui. C'est pas lui, c'est pas lui qui conduisait. C'est pas lui. C'est pas lui. Les patrouilleurs sont remontés contre le chauffeur. Le gendarme doit calmer le jeu. Non, il a fait demi-tour. Il est en train de faire demi-tour, nous on l'a C'est pas nous qui l'avons C'est pas nous qui interpellé. l'avons Lui, c'est le passager, il est en train de me dire, il m'a dit à son collègue, vous avez vu quand même? Ah bah moi j'ai rien vu, moi j'ai tout vu dans la gueule de l'autre côté. Cet homme, assoupi côté passager, a été aussi surpris que les patrouilleurs. Il a d'ailleurs été blessé par des éclats de verre. Ouais bah c'est juste l'éclat de la vitre sur le côté. Ça aurait pu être pire. Comme quoi, hein, une seconde d'inattention ça... Ouais, ça va vite. Ouais. Le chauffeur responsable de l'accrochage est penaud. Il reconnaît avoir été distrait. J'ai mon gamin qui est à l'hosto. D'accord. Là, j'allais justement lui laisser le volant. Comme il semble de bonne foi, très vite les tensions s'apaisent. La situation s'est calmée. Mais pour les gendarmes, il faut tout de même vérifier que le chauffeur n'est pas sous l'emprise de l'alcool. En cas d'accident sur la voie publique, ces contrôles sont obligatoires. Négatif. Le test est négatif. Et comme ils sont revenus sur les lieux de l'accident, le délit de fuite ne semble plus avéré. Au niveau de délit de fuite, il a fait demi-tour, il tient plus là. Sur le délit de fuite, ça Il tient plus là. ne tiendra pas. C'est ce qu'on a expliqué parce qu'eux ils veulent déposer plainte, mais je dis bien, vous pouvez, vous avez le droit, Oui. ça ne tiendra pas. Ah non, il a fait demi-tour, il est revenu. Ils ont le droit, c'est leur droit. S'ils veulent, il faut voir avec eux s'ils veulent, c'est leur droit, donc D'accord. on prendra en conséquence et puis après voilà. On en parlait avec le lieutenant là, au niveau dépôt de plainte. Le gars, il a fait demi-tour tout seul. Si vous voulez vraiment déposer plainte. Non. Juste pour avoir un tir identifié, c'était parce que ça soulageait les gars quand même. Ouais, bien sûr. C'est déjà bien. C'est déjà très rare. Finalement, les patrouilleurs se montreront magnanimes. Ils ne porteront pas plainte. Les 2 routiers s'en sortent bien, mais ils vont quand même devoir suivre les gendarmes pour des contrôles plus approfondis. On va aller au bureau, que je vérifie les cartes, on voit un petit peu, on fait le détail, on voit comment ça va s'organiser. Pas de soucis. Hein? Allez. Bah, je vais tester Pascal, on va suivre la gendarmerie. Quand il y a un peu du sang, ça va, il n'y a pas de souci? Bon, c'est des petits éclats de verre. Petits éclats. Les 2 chauffeurs seront conduits jusqu'à la gendarmerie à la sortie de l'autoroute. Ils devront remplir le constat d'accident et se soumettre au contrôle routier complet avec vérification de la boîte noire de leur véhicule. Venez avec moi. Ils ont été bien inspirés de revenir sur les lieux de l'accident. Car en France, selon la gravité de la situation, toute personne se rendant coupable d'un délit de fuite peut encourir des peines allant jusqu'à 3 ans d'emprisonnement
75 000 € d'amende, une suspension de permis d'une durée de 5 ans minimum et même parfois un retrait à vie. Nous sommes au centre de la France, dans le département de l'Allier. Dans ce secteur se trouve une route pas comme les autres. On l'appelle la RCEA. 4 lettres qui sont les initiales pour Route Centre-Europe Atlantique. 4 lettres qui font trembler les deux roues, les automobilistes et les chauffeurs routiers. Cet axe qui traverse le pays d'est en ouest ne comporte que 2 voies, alors que la route connaît un trafic digne des autoroutes. Plus de 15 000 véhicules circulent ici chaque jour, dont la moitié sont des poids lourds. Sur cet axe, la mortalité est 5 fois plus élevée qu'ailleurs en France. Certains l'appellent même route de la mort. Nous sommes à la brigade de gendarmerie de Moulins, tout près de la RCEA. Cet après-midi, le major Coste et ses hommes partent pour une mission de contrôle de vitesse. Pour ne pas se faire repérer, ils prennent une voiture banalisée. Alors nous allons procéder à un service de contrôle de la vitesse avec le véhicule embarqué. Donc ce véhicule nous permet de prendre des gens en infraction tout en circulant. C'est-à-dire que toutes les personnes qu'on va croiser en infraction au niveau de la vitesse qui vont nous croiser, ou ceux qui vont nous dépasser, vont être pris en photo sur l'appareil. Grâce à cet appareil embarqué, personne ne peut plus échapper au contrôle. Les automobilistes qui ne se doutent de rien se font d'ailleurs très vite sanctionner. On vient de prendre un premier véhicule en infraction. Donc il était à 104. Donc là on a la vitesse à laquelle le véhicule circulait en infraction, la photo avec tous les renseignements. Les gendarmes n'en sont qu'au début de leur contrôle, quand le major Coste reçoit un appel qui va bouleverser leur emploi du temps. Oui, major Coste, BMW Weiser. D'accord, ok, bon, on se rend sur place. Bon, il y a un accident sur la RCEA. Donc on va retourner sur... c'est où ça fumait là-bas, il y a un PL contre un VL. Un PL contre un VL, c'est un poids lourd contre un véhicule léger. La route de la mort a encore frappé. Sur ce tronçon de l'Allier qui fait des ravages auprès des conducteurs, les gendarmes s'attendent à chaque fois à des scénarios catastrophes. Tu vas voir Laurent là-bas, ce qu'il en est? L'accident est manifestement très grave. On va peut-être pas trop approcher parce que comme on sait pas ce qui brûle. Apparemment les pompiers nous ont demandé. Ouais, de pas trop Et on s'avancer. sait pas du tout ce qui brûle, ouais. Ça peut être du produit toxique, ça peut être... C'est quoi les risques là? Si Comment on sait transporte pas des ce que, si c'est des produits toxiques qui brûlent ou autre. Savoir déjà déterminer ce que c'est comme produit, parce que ça peut être nocif, ça peut être explosif. Le major Coste et son collègue restent donc en retrait. Ils doivent attendre que les pompiers interviennent. On prend le maco. Allez, on y va. On va s'approcher. Ouais, on va voir ce qu'on peut faire. Y a-t-il des victimes? Dans quel état se trouvent-elles? Pendant que les pompiers se précipitent au cœur des flammes, le major Coste appelle ses collègues pour en savoir plus sur les véhicules qui sont impliqués dans la collision. Ouais. Ils transportent que de la ferraille, d'accord. D'accord. Il y a 2 personnes décédées. Bon, bien reçu. Bon, il n'y a pas de souci. Ok. Bon, ben merci. Ouais. Bon, c'est de la ferraille qui brûle, parce qu'il y a 2 personnes décédées apparemment. Malheureusement, comme souvent sur la RCEA, l'accident a été fatal. Bah, tu commences à faire des photos, on va Je vais prendre les voir, premiers je éléments. prends des Faut photos voir, essaye de voir la brigade là-bas. Bah, je vais faire le tour, j'ai essayé de passer. Ouais. Pour les gendarmes, il faut rester concentré. Le compte-rendu de la situation ne va pas être facile à faire. Les dégâts sont impressionnants. Au vu de ce qu'il reste du camion, le choc a dû être d'une brutalité terrible. Que s'est-il passé? Le major Coste va devoir comprendre l'origine de ce drame. Le poids lourd il circulait dans ce sens et l'autre circulait dans l'autre de toute façon. Vous avez...
suivant les traces du PL, il circulait. Ouais, l'impact est là, alors ça serait bizarre qu'elle se soit retrouvée de ce côté plus loin que le point de choc. Il l'a poussé, non? Regarde les traces de freinage. Traces de ripage du poids lourd. Ouais, à mon avis, c'est ça, ouais. Et apparemment, il y a un témoin. Il y a un témoin? Ouais, il y aura un témoin. Il est où le témoin? C'est Neuilly qui a géré le truc. La voiture se serait déviée sur la gauche et puis le camion n'a pas pu éviter. Bonjour. Tu demandes si Manuel Vallot est là? C'est vous qui avez heurté des débris, c'est ça, non? Ah oui. Et vous avez été témoin de quelque chose, non? Ah oui, témoin d'accident. D'accord. Quelqu'un a pris votre identité? Les gendarmes, oui. Les gendarmes ont déjà pris votre identité? Bon. D'après le témoin principal, c'est la voiture qui aurait percuté le camion. J'étais derrière la voiture, d'un seul coup elle s'est déportée sur la gauche. Le camion qui est arrivé en face a essayé bien malencontreusement de se mettre sur la droite. Malheureusement c'était trop tard, face à face, la voiture projetée, moi juste derrière. Et la voiture qui est passée mais vraiment devant moi, des débris sur toute la route. Freinage, mais j'ai essayé d'éviter les débris, tout ça, je me suis garé un peu plus loin. Après on a appelé tout ce qui était urgence, tout ça, et puis surtout essayer de mettre un peu en sécurité les personnes autour. Vous la connaissez cette route? Oui. Ouais. Je la pratique 3 fois par semaine. Vous saviez qu'elle était dangereuse? Ah oui. Ah dans le coin de toute façon, surtout du côté de Moulins, Dompierre, on le sait, c'est mortel, quoi. C'est tous les ans. La route de la mort porte tragiquement bien son nom. Sur les 3 passagers de la voiture, un seul est encore en vie. Mais ses blessures sont graves, il faut l'évacuer au plus vite. Il s'agit d'une femme. Elle est inconsciente et souffrirait de plusieurs fractures. Son pronostic vital est engagé. Elle est transférée vers l'hôpital le plus proche. Pour faire toute la lumière sur ce drame, les gendarmes doivent maintenant recueillir un maximum d'informations. Par contre, il y avait des chaussures et un téléphone apparemment. Le major cherche notamment à savoir si l'un des conducteurs n'était pas en ligne au moment de la collision. Ce qu'il faudra qu'on pense à récupérer, c'est des numéros de téléphone. Du conducteur tchèque, s'il en a un. Ouais. Pour voir s'il donnait pas. S'il n'appelait pas, on fera des réquises. Autre élément important pour l'enquête, déterminer l'endroit précis où a eu lieu l'impact. 70-95, ok. C'est très important de déterminer le point de choc, c'est des choses qui sont... Oui, puisque ça peut déterminer qui est en cause ou pas, voir où c'est sur quelle partie de la chaussée s'est produit l'accident. Donc si c'est le véhicule léger qui s'est déporté sur la gauche, on aura le point de choc sur l'autre chaussée, ça veut dire qu'il s'est déporté. A priori, le choc aurait eu lieu sur la voie sur laquelle circulait le poids lourd. La RCEA est tristement réputée pour ses 2 voies uniques sans glissière de sécurité centrale. Une configuration qui ne pardonne pas la moindre erreur. D'après les premiers éléments, sous toute réserve, on a un véhicule avec des personnes qui sont vraisemblablement assoupies, donc qui auront quitté leur voie de circulation et qui sont allés percuter un véhicule, un poids lourd qui arrivait en face d'eux. On sent énormément d'émotions parmi tous les gens qui sont là, tous les professionnels. Ça c'est normal, quand on intervient sur des accidents où il y a malheureusement des personnes décédées, c'est jamais des choses bien agréables, même pour nous qui intervenons dessus. Ça fait longtemps que ce n'était pas arrivé? Ça faisait longtemps sur la RCEA qu'on n'avait pas eu d'accident. Depuis le début de l'année, on n'en avait pas eu. Pour tous les hommes sur place, cet accident est un bien triste rappel des dangers de la RCEA, la route la plus dangereuse de France. Pour la brigade des pompiers de Moulins, qui doit régulièrement intervenir sur la RCEA, il est essentiel de maîtriser toutes les techniques de secours liées aux accidents de la route. En particulier, ce qu'on appelle la désincarcération. Une opération très délicate qui consiste à évacuer des personnes blessées à l'intérieur d'un véhicule dont l'habitacle est très abîmé. Tu te plaindras du bras, de l'avant-bras, enfin n'importe. Tu te plaindras en tout cas de ton bras, tu le tiendras, tu auras très mal et tu te coinceras les pieds sous les pédales. Ok, ça marche. D'accord ? Ouais. Pour pouvoir s'entraîner à réaliser une désincarcération, ce matin, les sapeurs-pompiers vont donc simuler un accident de la route. Là, la victime, elle est bloquée au niveau des pieds, donc au niveau du tableau de bord, elle est bloquée, c'est pour ça qu'elle va devoir être désincarcérée. Elle présente aussi une légère, comme vous avez pu le voir, une légère plaie au niveau du front. Et donc, ça sera aussi à l'équipage VSAV de rechercher si la victime a d'éventuelles lésions, notamment neurologiques. Quelques minutes plus tard, une deuxième équipe des sapeurs-pompiers arrive sur place.
Pour les besoins de l'exercice, ils utilisent une ambulance chargée de secourir la victime et un fourgon destiné aux accidents de la route, celui qui va servir pour la désincarcération. Alors, il crie à l'intérieur, j'ai l'impression qu'il a mal. Et tout à l'heure, il me répondait pas, il a percuté mon mur. L'exercice se fait dans les conditions réelles. Toutes les portes ont été bloquées, il faut donc passer par le coffre. Il avait l'air d'avoir mal et je l'écoutais. L'homme qui s'engage dans le coffre est surnommé l'écureuil. Son rôle consiste à se glisser dans la voiture pour s'occuper de la victime. Il va maintenir le blessé dans une position immobile pour éviter que son état ne s'aggrave. Le bras droit, bras gauche? Bras gauche. Vous aviez la ceinture? Oh, ouais. D'accord. Le secouriste doit évaluer au plus vite l'état de santé de la victime. Pendant ce temps, les autres pompiers se préparent pour la désincarcération. On fait un calage 3 points. 3 ou 4? 4 points si vous voulez. 4 points. Allez. Allez, c'est bon. Pourquoi vous calez là? Pour éviter que le véhicule bouge, enfin que la victime bouge surtout, à l'intérieur. Avant toute intervention, on cale le véhicule. Regarde, je le bouge, je vais lever un peu. Vous l'avez parlé après, vous répondez. La voiture est calée. Place maintenant à la désincarcération. Chaque outil pèse une vingtaine de kilos. Mais les hommes de la caserne de Moulins sont des spécialistes de la manœuvre. Habitués à désincarcérer en raison des nombreux accidents sur la RCEA, ils font partie des pompiers les plus rapides sur ce type d'intervention. Ouvrez la victime s'il est une couverture. Ah, faites une couverture. Ouvrez la victime. Pas de souci. Donc monsieur, on vous explique. Je vais vous poser un collier cervical, d'accord? Ça va monsieur? Allez, laissez les humeurs. Et on laisse un petit peu quand même, jamais. C'est l'état de santé de la victime qui guide le rythme de la désincarcération. Il faut à tout prix protéger le blessé avant de découper le toit de la voiture. Allez, attention, le premier montard arrive. Ok, c'est coupé. On est sur le montard central, on arrive au bout. Grâce à la cisaille de leur fourgon, la tôle de la voiture est découpée comme une feuille de papier. Rien ne lui résiste. En quelques minutes à peine, les pompiers peuvent retirer le toit. Vous coupez l'appui-tête dans votre véhicule. Juste l'appui-tête, pas voilà, c'est fini. Il faut maintenant extraire la victime. Le problème, c'est que ses pieds sont bloqués sous les pédales. Il faut donc préalablement les dégager. Pour cela, les pompiers vont utiliser un vérin hydraulique. Voilà, c'est bon. T'es prêt, Michel? Ouais. Attention pour basculer, basculer. L'opération est très délicate. Il faut réussir à incliner la victime, puis la hisser sur la planche sans risquer d'aggraver son état. Les pieds prêts? Ouais. Allez, attention pour hisser, hisser. Allez. Posez. Et attention pour hisser, hisser. Allez, on y va. Halte. Voilà. On reprend. Allez. Halte. Et voilà. Allez. Allez. Allez, en avant. Après 30 minutes d'intervention, la victime est enfin évacuée. Retour à la caserne. Après chaque exercice, les pompiers doivent systématiquement vérifier les engins et les outils qu'ils utilisent lors de leur mission de secours. Alain, sergent-chef chez les pompiers, va effectuer les contrôles sur ce fourgon qu'on appelle un VSRM, les initiales pour véhicule de secours routier moyen. Alors, quand on dit moyen, il y a des lourds, il y a les légers et moyens. Celui-ci fait partie entre deux, ce qui nous permet de faire la désincarcération sur les accidents de la route, la protection et aussi l'incendie. Un véhicule polyvalent très utilisé par les pompiers de Moulins, pour qui les accidents de la route représentent la majorité des interventions. À bord de cet engin, des outils ultra performants pour ces situations d'urgence. Je fais le test de ma cisaille, ce qu'on fait tous les matins à la vérif du matériel. Oui, ça nous permet vraiment de découper n'importe quel véhicule existant aujourd'hui. Les véhicules récents ont moins de dureté par rapport aux véhicules anciens et même les véhicules anciens, on arrive à les découper sans problème.
Donc celui-là, il est fait pour couper les montants de... Montant de voiture, porte, on va ouvrir un pavillon, c'est-à-dire total, on va carrément enlever le toit d'une voiture avec cet outil-là. Et là, on va retrouver un outil qui est vraiment aussi gros que la cisaille et qui, celui-ci, a le rôle d'écarter et plus puissant. Voilà. L'accident de la route, ça fait partie des mauvais côtés du métier. Surtout dans notre région, par rapport à la RCEA, c'est des impacts assez violents parce qu'il y a toujours une relation avec un poids lourd. On sait très bien qu'en général, quand il y a un accident avec le poids lourd, je ne dirais pas à 80%, mais le conducteur du poids lourd n'a pas trop de mal. C'est surtout les gens qui sont dans le véhicule léger qui est à côté. Pompiers, gendarmes, usagers de la route. Dans la région, la RCEA, c'est un peu le triangle des Bermudes. Un endroit qui fait peur à tout le monde. Retour dans le département de l'Hérault, à une vingtaine de kilomètres de Montpellier. Dans la région, c'est la gendarmerie de Poussan qui assure la surveillance de l'autoroute A9. Il est 16 h. Marie et Jean-Pierre viennent de partir en patrouille. Oh, qu'est-ce qui se passe là? Ça fume. Ouais, ça fume. Ça sent un peu le brûlé, on dirait, non? Il perd quelque chose. Pourquoi? Mais ça fume grave devant. Hein. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui se passe? Le chauffeur est hongrois. À ce stade, il ne sait pas encore d'où vient le problème. Après vérification, il constate une importante fuite d'huile. Un souci mécanique a priori bénin. Le problème, c'est qu'à l'endroit où il se trouve, cette simple avarie met tout le monde en danger. Bon, apparemment, il a une fuite d'huile, ce poids lourd. Il va falloir appeler le dépanneur. On ne peut pas le laisser là, c'est trop dangereux. Là. Vous avez vu comme ça passe près, là? À quelques mètres d'eux, camions et voitures passent à toute allure. À cette heure, la circulation est très dense. Alors Jean-Pierre appelle immédiatement les patrouilleurs de l'autoroute pour qu'ils viennent sécuriser la zone. Ouais, dis-moi, faudrait envoyer, me faire venir le patrouilleur rapidement, là. Il y a un poids lourd qui a pété le moteur, il y a de l'huile qui pisse partout sur les voies, là. Ça craint, là, il y a énormément de circulation et les camions nous passent au ras des oreilles, là. Hein? Ouais, il est sur BAU, mais bon, ça craint quand même, là. Hein? Ah, allez, merci. Car en plus de ce trafic intense, la nappe d'huile s'est maintenant répandue sur le côté de la chaussée. Ben, là, j'ai fait appel au service qui vont venir baliser et mettre de l'absorbant sur lui, là. Parce que ça aussi, ça peut être dangereux, il doit y en avoir en amont, là-bas. Et pour une moto, par exemple, pour un motard, ça craint énormément. Jean-Pierre doit à tout prix éviter un suraccident. Sa priorité, protéger la zone dans les plus brefs délais. Mais le comportement irresponsable du routier, qui veut aller installer un triangle de sécurité, ne lui facilite pas la tâche. Non. C'est pas utile le triangle? C'est pas que c'est pas utile, mais c'est plutôt dangereux pour lui. Il va aller le mettre en place là-bas, il va se faire shooter par un véhicule. Alors c'est pas la peine, on est là. Ça sert à rien et c'est plutôt dangereux, c'est plus dangereux qu'autre chose pour lui. Car sur une bande d'arrêt d'urgence, l'espérance de vie ne dépasserait pas les 20 minutes. Les gendarmes sont sur place depuis un quart d'heure. Le temps presse. Le souci, comme on voit là souvent, c'est que les chauffeurs routiers se suivent de très près. Le premier voit ma collègue sur le bord de la bande d'arrêt d'urgence. Celui qui arrive derrière, il la voit au dernier moment. La situation devient vraiment dangereuse, d'autant que le chauffeur du camion continue de ne pas respecter les consignes de sécurité. Vous avez vu le chauffeur là? Il se met en danger tout seul. Je lui ai déjà dit 3 fois de rester sur le côté près des glissières. Il va voir sous le camion avec les jambes qui dépassent sur la voie de droite. C'est de l'inconscience. Il fait quoi là? Putain, mais c'est pas vrai. Ouais! Sors de là! Plus le temps passe, plus la tension est palpable. Ça fait un petit moment qu'on a appelé l'assistance de ici. Et effectivement, quand on est dans cette situation-là, ça paraît très long. Toujours aucune nouvelle des patrouilleurs. Les camions se succèdent. Vitesse moyenne, 90 km/h.
Ouais, parce que là, j'ai ton patrouilleur, je l'attends encore, je sais pas où il est. Et on va se faire couper en deux à force avec la circulation qu'il y a là. Finalement, les patrouilleurs de l'autoroute arrivent. Jean-Pierre est soulagé. 25 minutes pour avoir la protection des lieux. Là, on sera un peu plus en sécurité maintenant. C'était chaud, hein? T'as vu à un moment donné les poids lourds qui se suivent de trop près? Ils décalent. Il y en a, ils ne comprenaient pas, puis il y en a, ils les laissaient pas passer, alors du coup, ils restaient là. Ah ouais, ils se décalent au dernier moment parce qu'ils te voient pas. Le fait de dévier la circulation, là, ça a l'air un peu chaud, hein? Oui, c'est un petit peu tendu, ouais, sachant qu'il y a certains poids lourds qui ne comprennent pas forcément qu'il faut se décaler. Ensuite, il y a des camions qui sont sur la voie médiane et des voitures qui ne les laissent pas s'insérer aussi sur la deuxième voie. Du coup, c'est un petit peu dangereux. Ouais. On se sent tout petit à côté des camions qui nous frôlent à une grande vitesse, donc vaut mieux avoir les yeux un petit peu partout. Ouais. Seulement voilà, à peine la dépanneuse est-elle arrivée, qu'il se met à pleuvoir des cordes. Il va falloir partir vite de là parce que... Voilà. Là, s'il y en a un qui part en glissade... Ça sent pas trop mal. À l'abri des gouttes, le mécanicien prépare le poids lourd afin qu'il puisse être tracté. Il n'y a pas eu d'accident. On va quitter les lieux rapidement. D'après les statistiques de la gendarmerie, en France, 13% des accidents de la route concernent des piétons fauchés sur l'autoroute. Le pire a donc été évité. Pour Jean-Pierre et Marie, la mission est accomplie. Nous sommes toujours avec les gendarmes de Poussan, dans le sud de la France. Ici, les brigades autoroutières doivent régulièrement faire face à des comportements irresponsables de la part des usagers. Ce jour-là, l'équipe du gendarme Beaucourt vient d'être alertée. Sur l'autoroute A9, un convoi dangereux aurait été signalé par plusieurs témoins. Allez, ok, d'accord. On arrive, 121, les encus veulent arrêter. Oh, 121. C'est juste là. D'accord, 121. Ok, on arrive. Le convoi se trouverait au kilomètre 121. Par chance, c'est à peine à 2 minutes de leur position. Apparemment, plusieurs véhicules ralentiraient volontairement le trafic. Déjà, les premiers bouchons apparaissent et les gendarmes doivent se faufiler sur la bande d'arrêt d'urgence. Ouais, vas-y. Vous êtes sur l'air? Ok, d'accord, on sort. On arrive derrière vous. Une autre patrouille a déjà obligé les véhicules à se garer sur cette aire de repos. Visiblement, il y en a beaucoup. Pour les gendarmes, les contrôles ne vont pas être simples. Allez, on prend tous les pièces d'identité de tout le monde là. Le convoi arrêté est en fait un cortège de mariage. Une vingtaine de voitures qui perturbent la circulation sur l'autoroute. Un comportement inadmissible pour les gendarmes. C'est à qui la BM là? C'est à qui? Vous la garez? S'il vous plaît. Derrière, c'est à qui? Pareil, vous stationnez sur le côté là. Avant d'effectuer les contrôles, l'urgence est de mettre un peu d'ordre, car l'aire de repos est embouteillée. Vous stationnez sur le côté, s'il vous plaît, vous restez pas en plein milieu là. Vous pas sur vous mettez sur le côté, s'il vous plaît. Faites attention, s'il vous plaît, il y a des voitures qui passent ici. Excusez-nous, mais c'est quoi le problème? Parce que là, on est de mariage, en fait, on est attendu à la mairie. D'accord. C'est un simple contrôle alors pour l'instant. Certaines participantes du convoi ne semblent pas comprendre pourquoi les gendarmes les ont arrêtées. Mais gêner volontairement le trafic est qualifié d'entrave à la circulation. Un délit passible de 4 500 € d'amende et de 2 ans de prison. Ça arrive souvent d'avoir ce genre de problème avec les cérémonies de mariage? Non, heureusement non. C'est dangereux là ce qu'ils ont fait? Oui, c'est une gêne à la circulation. Les contrôles s'éternisent et la tension commence à monter. Des maris, pour la Ça va se faire, vous nous laissez simplement contrôler, après il n'y aura pas de soucis. Mais la dizaine de gendarmes présents permet d'assurer un minimum de calme. Désormais, toute l'aire est fermée à la circulation. Après, on est vraiment tous en règle, monsieur. On est de Béziers et le mariage est à Montpellier. Et le rendez-vous est à 3h. Craignant d'arriver en retard pour le mariage, les conducteurs tentent de négocier avec les gendarmes. Laissez partir la mariée et gardez-nous. Juste la mariée. Gardez-nous, juste la mariée, on vous demande juste ça. Qu'elle soit pas en retard. Juste la mariée à part. On ne demande rien de plus.
Entre-temps, le lieutenant Maxime Dubois, responsable du peloton de l'autoroute de Poussan, arrive pour diriger l'incident. C'est ça, vous avez arrêté le milieu du cortège et c'est ce qui était devant. Vous avez vu sur les caméras les voitures. On va pas accuser les autres, on va pas s'accuser à nous. Moi, quand j'ai vu que ça bloquait, j'ai appelé, je vais arrêter de bloquer la route. Même nous, on est dit, entre nous, on s'est arrivé. Chaque conducteur tente de se justifier. Mais pour le lieutenant, ils n'ont aucune excuse. Oui, mais même sur l'autoroute, on avait dit pas les trois mois. Pour les gendarmes, il est impératif que ces conducteurs comprennent le danger qu'ils ont fait courir aux autres usagers. Ceux qui arrivent derrière se retrouvent à freiner brutalement, percuter les véhicules de front, voilà tout simplement, ou alors perdre le contrôle puisqu'avec un freinage, vous voyez aujourd'hui il a plu, c'est mouillé, avec un freinage brusque bien évidemment, la perte de contrôle du véhicule elle est totalement envisageable. N'ayant pas pu constater eux-mêmes l'infraction, les gendarmes laissent finalement partir les véhicules. Contrôle de vitesse, test d'alcoolémie, accident de la route. Les gendarmes luttent chaque jour pour notre sécurité. Au total, ils sont près de 8000 hommes répartis partout en France. En alerte permanente, que ce soit sur les autoroutes empruntées par des millions d'automobilistes ou sur les nationales et départementales, ces professionnels œuvrent pour protéger nos vies. Immersion avec ces anges gardiens qui sont les premiers remparts contre l'insécurité routière. Retour à Moulins dans le département de l'Allier. En France, l'un des principaux fléaux contre lesquels les gendarmes doivent lutter, ce sont les excès de vitesse. Ce matin, l'adjudant-chef Perrette va justement orchestrer une mission de contrôle. Donc là, ce matin, contrôle vitesse sur la Nationale 7, sur la commune de La Ferté, où on a souvent des gros excès de vitesse eu égard au chrono de dépassement. Donc voilà, mission quotidienne de sécurité routière. Les excès de vitesse seraient responsables de près d'un accident mortel sur 2. Ce matin, la cible de l'adjudant, c'est la Nationale 7, appelée également la route des vacances. 1000 km qui relient Paris à la Côte d'Azur. Une des routes les plus fréquentées de France. Équipé de son radar et d'une paire de jumelles, l'adjudant Perrette s'est installé dans un champ à bonne distance de la route pour ne pas se faire repérer. On a un enquêteur qui a l'appareil qui va enregistrer la vitesse et qui va donner tous les éléments d'identification à l'interception pour intercepter le véhicule. Voilà. À peine 20 minutes après le début de son service, l'adjudant repère un premier véhicule en infraction. J'ai une Golf 6 avec une plaque blanche devant, c'est un numéro français, hein, d'accord, à 126 km/h. Tu me confirmes l'interception ? Que je sache si vous l'avez intercepté ou pas. Allez, merci. La deuxième brigade est immédiatement prévenue. À quelques kilomètres de là, elle va arrêter l'automobiliste contrevenant. Vous déposez le permis ? Oui, c'est l'amende à 90 €. Je vais vous établir un procès-verbal électronique que vous recevrez directement à votre domicile. Ce monsieur roulait à 36 km/h au-dessus de la limitation de vitesse. Et apparemment, en toute connaissance de cause. En fait, je suis commercial, je fais quelques kilomètres par semaine, donc c'est assez malheureusement courant. Voilà, après c'est le risque, hein, je savais que j'étais un petit peu au-dessus, le risque de la route, quoi. Vous acceptez, voilà. Tout à fait, après ils font leur boulot, il n'y a pas de souci. 90 € d'amende et quelques points en moins, ce commercial le prend plutôt bien. Et c'est justement le nombre croissant de conducteurs sous-estimant ces infractions qui inquiète le plus les gendarmes. Humainement parlant, on ne pense pas à l'accident. L'accident, c'est pour les autres. C'est toujours pour les autres, l'accident. Voilà, l'accident, par définition, c'est quelque chose qu'on ne peut pas prévoir. Donc c'est toujours pour les autres, quoi, l'accident. Alors, pour traquer ces automobilistes imprudents, les gendarmes doivent sans cesse varier leur zone de surveillance. Malgré les 4200 radars présents en France, il est essentiel de multiplier les contrôles pour renforcer la sécurité. Vous êtes en place là? Bon, bah ça marche, je viens d'arriver moi aussi. Allez, à tout de suite. L'adjudant Perrette ne va pas attendre longtemps. Un véhicule qui roule à très grande vitesse passe juste dans son viseur. Stéphane, tu me reçois? Une Audi A3 crème à 163 km/h. Ah, c'est bon, je te prends
blanche crème à 163 km/h. Écoute, on est parti. Alors tu retiendras le temps de pluie, parce que la route est quand même mouillée là. Donc tu me confirmes l'interception de la voiture? On a 163 enregistrés, ça doit faire du 170-12 compteurs. Donc je veux dire, on se rend forcément compte qu'on va plus vite que les autres. 163 km/h, le tout partant de pluie. L'excès est considérable. La sanction est sans appel. Donc là je demande s'il est seul à bord, parce qu'en fait on a 163 enregistrés. Nous on fait une rétention du permis de conduire immédiate. On envoie le permis à la préfecture. Et le préfet va prendre certainement, très certainement, un arrêté d'interdiction de conduite sur le territoire national. L'adjudant part retrouver ses collègues qui ont arrêté le conducteur. Apparemment, l'homme n'est pas français. Eh ben, Portugais, il faut 750 €. Ouais, ben on va ramener au bureau et puis. Hein, bon, allez, ben il va nous suivre alors. Ouais, Tu t'arrêtes à sa hauteur, tu dis? Pour ce conducteur, l'addition est salée. 750 € d'amende. Direction maintenant la gendarmerie de Moulins pour la suite de la procédure. Je m'attendais déjà à une amende et une éviction de conduire, mais pas perdre la voiture, quoi. C'est-à-dire que là, le monsieur a commis quand même un grand excès de vitesse, 163 au lieu de 80 parce que c'était en temps de pluie. Déjà, on a une vitesse de plus de 50, donc une catégorie 5 en contraventionnel. Donc effectivement, le procureur peut décider, comme c'est le véhicule de monsieur, il peut décider d'une immobilisation judiciaire. Si le véhicule est saisi, le conducteur ne sera plus propriétaire de sa voiture. Il s'agit d'une confiscation de l'objet ayant servi à commettre l'infraction. Une amende de catégorie 5 qui sera inscrite au casier judiciaire. En attendant la décision du procureur, le chauffeur quittera les lieux sac à dos sur l'épaule, raccompagné à la gare par les gendarmes. À la brigade de Moulins, les gendarmes ont l'habitude d'intervenir sur la RCEA. Une partie de cette nationale passe juste au sud de la ville. Et pour assurer la surveillance de cette route de la mort, ils bénéficient de moyens très importants. C'est bon tout le monde, cet après-midi en coopération avec l'hélicoptère sur la RCEA pour les conduites dangereuses et puis notamment à distance de sécurité sur les poids lourds. Interception à moto comme d'hab, il n'y a pas de nouveauté. Prudence, ça c'est le maître mot, pas de prise de risque inconsidérée pour aller chercher un poids lourd. Si le poids lourd s'en va, il s'en va. Je préfère que le poids lourd s'en aille plutôt que la moto ou que vous soyez par terre et blessé. Pour optimiser leur patrouille, l'adjudant-chef Perrette et ses collègues organisent des opérations conjointes qui mobilisent non seulement des motards, mais également des hélicoptères. Le but, c'est surtout aujourd'hui avoir un dispositif conséquent et faire voir aux gens qui circulent sur la RCEA qu'on met vraiment les moyens et que même s'ils ne voient pas les gendarmes au sol, ils sont surveillés par l'hélicoptère. Voilà, c'est ça le but de l'opération. Le fait qu'il y ait un hélicoptère, ça nous facilite le travail. Ça nous permet d'avoir une vision vraiment d'ensemble, de voir 4, 5, 6 km de route en même temps, ce qu'on ne peut pas faire avec une moto. La RCEA traverse l'Allier sur 140 km et le trafic y est très dense. Ces patrouilles renforcées sont donc essentielles. Au total, plus d'une dizaine d'hommes sont mobilisés et le dispositif est bien rodé. Moi, j'intègre le dispositif dans l'hélicoptère afin de constater les infractions et envoyer les infractions au dispositif au sol. Voilà. Allez, attention là-haut, c'est pas très haut. Pendant plus d'une heure, l'adjudant-chef Perrette sera donc en repérage, toujours en liaison avec les motards. À 300 mètres du sol, ces jumelles gyrostabilisées permettent de suivre parfaitement le déplacement des véhicules. Excès de vitesse, dépassement dangereux, franchissement de ligne. Depuis le ciel, il va traquer le moindre comportement à risque. Avec la compétence de l'hélico, c'est vrai qu'on a un œil qui change notre vision des choses et qui nous fait avoir vraiment une vision d'ensemble. Et on peut suivre le véhicule sur plusieurs kilomètres, chose qu'on ne peut pas faire avec une moto au sol. Au sol, les motards se sont positionnés à un endroit stratégique, caché de la RCEA, mais prêt à la rejoindre très vite. Laurent fait partie de la brigade motorisée de Montmarault. Il connaît cette route par cœur. Le tronçon est assez fréquenté, comme vous pouvez le voir avec des poids lourds. Il y a un poids lourd qui passe toutes les
toutes les 20 secondes. Beaucoup de personnes passent par le département de l'Allier pour se diriger dans le sud-ouest, pour aller tout simplement rallier l'Espagne, le Portugal. Voilà, donc des navettes entre les pays de l'Est et le sud de l'Europe. Ici, les milliers de véhicules circulent seulement sur 2 voies. Une configuration accidentogène qui menace aussi les gendarmes. À chaque intervention, ils doivent donc être très prudents. Faire preuve de discernement, être lucide, savoir si justement on peut aller récupérer une voiture en toute sécurité. Si on ne peut pas, ben, tant pis. Le but du jeu, c'est de retourner au travail le lendemain avec ses 2 jambes. Voilà. Sur la RCEA, les patrouilles ont comme un goût d'angoisse. Si quelques aménagements ont permis d'améliorer la situation à certains endroits, dans l'Allier, l'axe reste particulièrement dangereux. Après seulement quelques minutes de vol, l'adjudant Perrette aperçoit déjà un véhicule imprudent. Il reste derrière à distance. Au loin, un poids lourd suit un autre camion de trop près. Normalement, entre 2 poids lourds, la distance de sécurité réglementaire est de 50 mètres. Ils sont où là, juste là? Oui, ils sont juste là. Aussitôt, l'adjudant-chef appelle ses collègues au sol. Allô? Ouais, c'est bon, vas-y, je t'écoute. Bon. Alors, il y a un poids lourd blanc avec cabine blanche avec une bâche verte. Camion blanc en bâche verte, c'est une distance de sécurité? Affirmatif. Moi j'ai le camion blanc en bâche verte, il va arriver sur nous apparemment. Le signalement effectué, les motards prennent immédiatement le relais. En l'air, l'hélicoptère les aide à se repérer. Et une fois le véhicule en ligne de mire, c'est aux motards de jouer. À la première aire d'urgence, le poids lourd devra s'arrêter. Escorté par les gendarmes, il n'a sûrement pas vu l'hélicoptère et ne se doute probablement pas de la raison de cette intervention. Beaucoup de conducteurs l'oublient, mais le non-respect des distances de sécurité est une infraction. Et s'il y a bien un endroit où les gendarmes se montrent intransigeants, c'est justement sur la RCEA. Permis de conduire. Permiso de conducir, por favor. Licencia comunitaria. Le chauffeur est espagnol. Manifestement, il ne comprend pas ce qu'il a pu faire de mal. C'est hélicoptère, au-dessus. Les gendarmes lui expliquent l'infraction constatée par leurs collègues dans l'hélicoptère. Problemo, distance sécuritaire. Le non-respect des distances de sécurité est sanctionné d'une amende de 135 € et d'un retrait de 3 points sur le permis. Mais le chauffeur étant étranger, son amende sera minorée à 90 €. Ce qui ne l'empêche pas de mal le prendre. 90 €. Oui, tout à fait. C'est comme ça. Un Français aurait pu lui faire un procès verbal classique qu'il aurait reçu à la maison, mais là, comme c'est un étranger, aucune résidence en France, donc on lui demande là, tout simplement la somme de 90 € qu'il doit payer sur le champ. Le routier doit régler l'amende avant de repartir. Problème, il n'a pas l'appoint. Il dit n'avoir que 2 billets de 50 € sur lui. Je n'ai pas de monnaie, donc 90. J'ai pas les 10 €. Tu les as, toi? Non. Alors, vous allez nous suivre. Vous parlez un petit peu français? Non. Allez, vous nous suivez. Les gendarmes tiennent absolument à verbaliser le chauffeur. Sur la RCEA, un poids lourd est impliqué dans un accident sur 2. Sur cet axe, les distances de sécurité sont donc primordiales. Direction la station-service la plus proche pour faire de la monnaie. Ici. Voilà, et donc en échange, la personne me donne la somme de 90 €. L'argent, s'il vous plaît? 90. Oui, tout à fait. Alors, je recompte avec lui. 50, 70, 80, 90. C'est bon. Pour les gendarmes, reste à espérer que le chauffeur retienne la leçon. Mais rien n'est moins sûr. De estar de la distancia, si se pusieran, nos podrían coger a todos. Sur la RCEA, les gendarmes ne pardonnent pas ces négligences des routiers, car sur cet axe, ils représentent 50% du trafic. Leur conduite doit donc être irréprochable. On demande 50 mètres facilement entre chaque poids lourd.
pour tout simplement éviter les accidents. C'est vrai que les gens pensent bien sûr à la vitesse, pensent à la conduite sous l'emprise de l'alcool, les stupéfiants, et c'est vrai qu'ils oublient dans leur mode de fonctionnement, dans leur conduite, cet aspect qui peut être aussi dangereux que conduire à 120 km/h, voire même peut-être plus. Toute l'après-midi, les gendarmes resteront en alerte, prêts à traquer le moindre véhicule dangereux. Au total, ils verbaliseront 4 poids lourds pour distance de sécurité non respectée. Dans cette région comme ailleurs, pour protéger les usagers de la route, les contrôles de gendarmerie sont permanents. Retour avec le peloton de l'autoroute de Poussan, près de Montpellier. Ce matin, le gendarme marquinais se prépare pour un contrôle de poids lourd. Une mission qui nécessite tout un équipement high-tech. Donc maintenant, il faut un ordinateur avec un logiciel qui s'appelle Octet. Il nous faut une carte contrôleur pour avoir les données du camion avec ce système de tag flash. Et ce genre de lecteur de carte pour la carte conducteur. Qu'on branche sur l'ordinateur, on met la carte dedans et après on peut exploiter les données de la carte conducteur. James, tu es prêt? Are you ready? Yes. Bon, on est parti. D'après les chiffres de la sécurité routière, les poids lourds sont responsables de 14% des accidents mortels, alors qu'ils ne représentent que 5% du trafic. Sur l'autoroute A9, les contrôles de ces véhicules sont donc de plus en plus fréquents. Ah, la petite surcharge qui va bien, là, raté. Charge des véhicules, respect des temps de conduite et de pause, excès de vitesse. Lors de ces contrôles, les gendarmes vérifient que les chauffeurs respectent bien les réglementations. Car pour beaucoup de routiers, l'objectif est souvent d'arriver le plus vite possible à destination. On a des sociétés récurrentes. Ils ne comprennent pas, les patrons ne comprennent pas. Ils prennent un peu les chauffeurs pour leurs boys, pour leurs esclaves. Et les gars, ils n'en peuvent plus. Rouler beaucoup ou trop vite pour une meilleure compétitivité, c'est toujours au détriment de la sécurité. Ce matin, pour traquer les chauffeurs, le gendarme marquinais se place à un endroit stratégique. Discrètement, à la sortie d'un péage, lui et ses collègues ont le temps de repérer les poids lourds suspects. Prima Frio, Cano, Girteca, Lamouti. Tiens, regarde, tiens, passe un petit câble. Ce poids lourd blanc fait partie de la flotte d'une société de transport espagnole, souvent prise en faute. Un signe de la main suffit au chauffeur pour comprendre qu'il doit suivre les gendarmes jusqu'à la prochaine sortie. Buenos días, señor. ¿Usted habla francés? Hablaremos en español. Documentación completa del camión. Total contrôle, total contrôle. Chaque routier possède une carte à puce, qu'on appelle la carte conducteur. Elle contient toutes les informations personnelles qui permettront aux gendarmes de vérifier son identité. ¿Me hace un sitio, por favor? ¿Me hace un sitio que tengo que saber? Ponse ahí. Tous les poids lourds de plus de 3,5 tonnes sont équipés de mouchards. Une sorte de boîte noire, comme dans les avions, où toutes les informations de conduite sont enregistrées. Contrôle et routine et problème. Non, contrôle. Ah, contrôle normal. Grâce à cette boîte noire électronique, on peut remonter jusqu'à 28 jours en arrière. Ces informations existent sous forme de données numériques depuis 2006. Après avoir récupéré ces données, il n'y a plus qu'à les importer sur cet ordinateur. Les informations sont incroyablement précises. Tout ce qui est en rouge, c'est ses temps de conduite. En vert, c'est temps de pause et de repos. Là, c'est une autre tâche, c'est quand il charge ou il décharge en bleu.
L'avantage du logiciel, c'est qu'on n'a plus qu'à cliquer sur recherche des infractions. Et après, il faut savoir les interpréter, bien sûr. Donc il y a quelques petites infractions. Le dimanche à 20h04, il doit totaliser au moins 9 heures de repos. Et là, si on fait le calcul, eh bien, ça y fait que 6h48. Donc là, c'est contravention de 5e classe, c'est 750 € d'amende. Ils ont le droit de conduire 56 heures par semaine. Des fois, on en voit qui ont 70, 80. Donc là, voilà, on est obligé de sévir parce que quand on a un accident avec un camion, en théorie, on part au carnage à chaque fois. Grâce à ces données, le gendarme marquinais peut retracer l'emploi du temps du routier minute par minute. Donc là, par contre, il y a une autre infraction. Quand il fait son gros repos de semaine de 45 heures, au moins 45 heures, c'est obligé, il faut qu'il fasse son repos chez lui. Et là, quand on regarde entre le 2 et le 5, on va lui demander, mais normalement, il était en Italie. Donc ça va être encore une infraction pour l'employeur à 750 €. Les amendes s'additionnent. Le gendarme fait défiler les 28 derniers jours enregistrés. Tout y passe, y compris les excès de vitesse. Ça, c'est son diagramme de vitesse. Donc là, on voit qu'ici, il fait des pointes. On a 108. Là, pour l'instant, la plus grosse, c'est 114. Sachant qu'il est limité à 90. Par contre, on peut travailler que sur le territoire national. Donc après, il faut qu'on vérifie l'endroit où il a fait les pointes. Donc là, on voit que c'est le 1er octobre à 3 h du matin. Donc je vais partir ça dans son détail d'activité. Et le 1er à 3 h du matin. Donc là, on est entre 2h41 et 4h22. Il est en France. Donc c'est verbalisable. Je vais lui relever l'infraction. Oui, ça représente déjà un danger. Déjà un danger, tout à fait, oui. Donc parce qu'en poids total autorisé en charge, ils sont à 40 tonnes. Donc 40 tonnes lancées à 114 km/h chrono, ça commence à parler. Pendant ce temps, le chauffeur, un Roumain, est au téléphone avec son employeur. Il le prévient qu'un contrôle de gendarmerie est en cours. Les patrons sont au courant de la législation, mais ils font tourner les chauffeurs comme des avions. Et après, ça en arrive à des carnages, malheureusement, quelquefois, sur l'autoroute ou sur la route. Mais c'est plutôt la décision du patron, c'est pas le chauffeur qui fait n'importe quoi de son propre chef. Alors, des fois, le chauffeur est un petit peu également parce que certains sont payés au kilomètre, donc plus ils roulent et plus ils gagnent leur vie. Chauffeur esclave des sociétés ou bien fraudeur volontaire, pour le gendarme marquinais, c'est la même punition. Il verbalise. Bon, ya está, problème con la tarjeta. Un día, un descanso, falta mucho. Ah, ok. Un ticket. Un problema. Le chauffeur sort un petit carnet et tente de négocier. Il veut montrer qu'il avait une excuse pour ne pas respecter les temps de repos. Attendez, one minute. Ils ont toujours des petits carnets où ils notent tout. Ça a une valeur quelconque? Aucune. Pour s'expliquer, le chauffeur finit par rappeler son employeur. You no speak français. Ah, il parle français, votre boss? Madame. Madame parle français? Là, possible? Oui. Bonjour madame, c'est la gendarmerie d'autoroute de Poussan à l'appareil. Bonjour. Au téléphone avec la patronne, le gendarme va faire l'inventaire de toutes les infractions relevées. Et il lui annonce le total des amendes. Qui nous fait un total de 1680 €. Une somme importante que le chauffeur va devoir payer sur le champ. Voilà, donc dès que nous on a la somme d'argent, on peut finir la procédure et après il reprend sa route. Il n'y a pas d'immobilisation, il n'y a plus rien. Hein, c'est moi qui vous remercie pour lui, je vous repasse votre chauffeur. Au revoir madame. Pareillement, au revoir madame. Au revoir. Alors, Ces 1680 €, le chauffeur va les payer avec une carte bancaire de la société. Direction maintenant la gendarmerie afin de terminer la procédure. Ok. Au chef. Camion. En bas. La Redonda. Espagne. Ok. Allez, tous. D'après les statistiques de la prévention routière, en 2013, 1046 accidents impliquaient un poids lourd. Des accidents souvent mortels. Et dans le plus grand nombre des cas, la fatigue des chauffeurs routiers était à l'origine de ces drames de la route. Il est 7 h du matin, sur les bords de l'Allier. La brigade des sapeurs-pompiers de Moulins est en plein entraînement.
Avant chaque garde, ces soldats du feu doivent effectuer une séance de sport. 1h30 d'exercices en tout genre pour se mettre en condition avant leur service. Les séances sont intensives. Pour le capitaine Jean-Noël Chapuis, chef de la caserne, ces échauffements sont indispensables. Donc, tous les matins, une séance de sport d'1h30 à chaque garde. Alors ce matin, c'était du foncier, donc de la course à pied, ça peut être de la piscine, du sport collectif. Et tout ça pour être opérationnel et pouvoir partir en intervention dans de bonnes conditions. Et pour être certain de pouvoir intervenir le plus rapidement possible, les pompiers prennent toujours leur camion, y compris pendant les entraînements. Pour chaque départ au sport, donc on emmène toute une base de véhicules qui nous permettent de partir en intervention très rapidement. À tout moment, même en plein exercice, les pompiers doivent être prêts à intervenir. Un cortège de véhicules particulièrement impressionnant. Des véhicules légers médicalisés, en passant par les fourgons d'incendie. Au total, pas moins d'une dizaine d'engins sont mobilisés. Justement, au centre d'appel des pompiers de Moulins, un accident de la route vient d'être signalé. Le sergent-chef Alain Fournet part en urgence avec son équipe. Un motard aurait fait une chute sur un rond-point près de la Nationale 7. Les pompiers craignent le pire, car de tous les usagers de la route, les motards sont de loin les plus vulnérables. Vous avez mal au cou? Le blessé est un jeune homme de 19 ans. Après la chute, il a perdu connaissance. Il est revenu à lui, mais il ne peut plus bouger. Aïe, 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 aïe. Oui. Mettez une main en dessous de la tête, s'il vous plaît. Parce que j'ai mal. À quel endroit? Au cervical. Mal au cou, au cervical. Arrêtez. 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 Laissez-nous faire les soins. D'accord? S'il vous plaît. Non, S'il vous plaît. ne bougez pas. J'arrive pas à respirer. Attendez, s'il vous plaît. Non, mais ne bougez pas. S'il vous plaît. Bougez pas. Non, arrêtez. Le choc a pu provoquer des lésions graves. Il va maintenant être pris en charge par les équipes du SAMU. Vous êtes prêts? Ouais. Attention pour lever. Levez. Venez, les pieds là. Tandis qu'une première équipe emmène la victime à l'hôpital, Alain et ses collègues restent sur place. Alain a l'habitude de ces accidents de la route. Cela fait bientôt 20 ans qu'il intervient sur ce secteur dangereux. Il avait les lèvres très blanches, sensation de soif, agité, donc on peut supposer une hémorragie interne au niveau du bide, parce que ça a tapé au niveau du bide. Et après derrière, il a fait une PCI, il y a de grandes chances avant, parce que le conducteur, quand il l'a vu, il bougeait plus. On y va, on est parti. Vous allez où là? Vous le transportez où? Aux urgences à Moulins. Le blessé est maintenant évacué. Mais pour Alain, la mission n'est pas tout à fait terminée. Quand on arrive sur l'intervention, la première chose qu'on fait, c'est le balisage. Il faut vraiment protéger le site. Quand on a balisé complètement avec notre véhicule et les cônes qui vont bien, un triangle en amont et en aval, après on arrive sur le véhicule. Nous, en tant que secours routier, on arrive sur le véhicule, on va essayer de couper le contact. On va rechercher s'il y a une batterie à débrancher, si on peut accéder, etc. On accède, on débranche. Là, si ça prend feu, là, il va falloir gérer en plus le suraccident, gérer la victime avec l'ambulance, mais en plus, on a un feu à côté. Les pompiers étant les premiers arrivés sur les lieux, ils vont transmettre à la police toutes les informations dont ils disposent. Ici, les circonstances semblent claires. Le motard roulait trop vite. Il a raté le virage. Mais heureusement pour lui, il y avait des rambardes de sécurité. S'il n'a pas les rambardes de sécurité, on a les hautes et on a les basses. Et spécialement pour les motards, là, il glisse, il peut se taper donc le renfort derrière qui tient la rambarde, ou alors il finit contre les arbres en bas. Voilà. Donc la moto, elle a tapé là. Lui, il est resté pratiquement en impact ici et on retrouve la moto là-bas. Voilà. Dans son malheur, ce motard a donc eu de la chance. Les équipements l'ont sans doute sauvé. Ok. Je vous lève un petit coup. C'est une main. C'est possible. En France, les motards ne représentent que 2% du trafic, mais près de 25% des morts sur la route. Pour la brigade des pompiers de Moulins, la mission est terminée.
D'après les statistiques du ministère de la Justice, en 2014, les délits routiers ont grimpé par rapport aux années précédentes. Plus que jamais, les gendarmes doivent faire face à l'inconscience des automobilistes qui oublient les règles fondamentales de prudence. Motards chevronnés, pilotes aguerris, ces spécialistes de la sécurité routière se consacrent corps et âme à notre protection, parfois au péril de leur propre vie. Il est 17 h. Une patrouille de la gendarmerie de Moulins part effectuer des contrôles d'alcoolémie. Même si les statistiques varient, on estime que l'alcool au volant serait à l'origine de 30% des accidents mortels sur les routes. Un fléau contre lequel les gendarmes luttent au quotidien. Ce soir-là, la mission va durer 4 heures sur toutes les routes alentours. Aux commandes de cette opération, le Major Coste. Bonjour monsieur, gendarmerie nationale, contrôle l'alcoolémie. Ah bah comme d'habitude. Vous n'avez pas consommé? Ah non, si un peu tout à l'heure. Allez-y, vous soufflez tant que je vous dis pas d'arrêter. Merci. Vous avez votre permis de conduire avec vous? Pour effectuer ces contrôles, les gendarmes utilisent un premier éthylotest qui permet de détecter si le conducteur a bu de l'alcool. Je vous remercie. Bonne soirée, au revoir. Maintenant, c'est des petits éthylotests électroniques. Donc, c'est-à-dire qu'on les fait souffler. Donc là, comme vous voyez, j'ai fait souffler la personne, ça indique 0. Donc ça peut indiquer de l'alcool jusqu'à 0,20, qui est le seuil encore inférieur à l'infraction. Et dès qu'il est en infraction, ça va nous marquer positif avec une petite lumière rouge. Et dans ce cas-là, on l'amène dans notre véhicule où on a un éthylomètre qui nous dira tout de suite le taux d'alcoolémie que présente la personne. Bonjour monsieur, gendarmerie nationale, contrôle l'alcoolémie. Vous avez consommé de l'alcool aujourd'hui? D'accord. Allez-y, vous soufflez, normalement. D'après les chiffres de la sécurité routière, près d'un tiers des conducteurs auraient déjà conduit sous l'emprise de l'alcool. Vous avez votre permis de conduire avec vous? Lors de ces missions de contrôle, les gendarmes ne restent jamais longtemps au même emplacement. Vaut mieux faire plusieurs petits postes à plusieurs endroits différents. Comme ça nous permet de contrôler d'autres gens. C'est bientôt l'heure de l'apéro. Et la probabilité de tomber sur des conducteurs sous l'emprise de l'alcool devient de plus en plus importante. La preuve. Plus longtemps et plus fort. Hop, c'est bon. Vous avez votre permis avec vous? Non, ça c'est la carte d'identité, le permis de conduire. Ah là, très bien. Merci. Il y a combien de temps que vous l'avez bu le verre, madame? Un quart d'heure, une heure, une demi-heure? Plutôt une heure. Ça fait une heure? Alors, ce que vous allez faire une marche arrière et vous stationnez là, juste derrière. Ah ben, ou alors, regardez, madame, ça sera plus simple. Vous faites le tour du rond-point et vous venez vous garer là en marche avant, d'accord? Pour l'instant, les gendarmes savent juste que cette conductrice a consommé de l'alcool. Mais ils ne savent pas encore à quel point. Ils ne sont pas au bout de leur surprise. Donc la machine indique qu'elle a consommé de l'alcool, qu'elle est positive à l'alcool. Donc on va aller vérifier sur l'autre machine si le seuil légal est dépassé ou pas. C'est l'autre machine qui nous dira si elle est en infraction au niveau de l'alcoolémie. Là, mettez-vous là, madame. Là où il y a mon collègue sans l'écran. Non, pas tout. Attention le trottoir. Oh là 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 là. Non mais là, vous voyez, vous êtes garé là. Vous avez le permis. Allez, garez-vous. Mais cette vieille dame a visiblement du mal à manœuvrer. Allez, venez là. Allez, montez dans le véhicule, mettez-vous à l'abri. Asseyez-vous. Hop. Mon collègue va vous expliquer comment il faut souffler. Et vous devez rendre récupérer chez vous. Le plus tôt possible. Oui, moi aussi. Alors. Malgré la situation, la conductrice ne semble pas du tout mal à l'aise. Je vous dirai d'arrêter, d'accord? Quand vous êtes prêts, vous y allez. Encore plus fort, plus fort, plus fort. Encore. Ah, ça devrait passer. Mais la contrevenante n'est pas au bout de ses peines. Car pour afficher les résultats, l'éthylotest a besoin de 2 souffles. Donc je vais vous demander un deuxième souffle. Donc pareil que tout à l'heure, vous prenez une bonne aspiration, vous soufflez, les étoiles, il faut les emmener pratiquement jusqu'au bout. Vous coupez pas, le même souffle que tout à l'heure. Allez-y, un peu plus fort. Encore. Ça devrait être bon. Madame, c'est à 0,43. Pour l'instant, là, vous êtes au-dessus du taux, donc vous êtes en délit.
ce qui veut dire. Je vais aller voir cette émission avec ma fille. Ben là, pour l'instant, il va falloir trouver quelqu'un déjà qui vienne vous chercher parce que vous pouvez pas conduire. Mais c'est pas possible. Ah bah si. Au lieu de faire amende honorable, la conductrice râle car ce contrôle va la mettre en retard. Pourtant, la situation est sérieuse. 0,43. Ça correspond à 0,86 g d'alcool dans le sang. Elle est bien au-delà des 0,5 autorisés. Allez-y, vous avez eu vos amis? Oui. Cette dame n'est pas prête de rentrer chez elle. Ils viennent vous chercher? J'espère bien que je vais rentrer avec ma voiture, c'est surtout ça. Ah ben non, de toute façon, vous ne pourrez pas rentrer avec votre voiture. Hein. Ben parce Je que vous ai vous... dit que si ça baissait, je pouvais rentrer. Non, si ça baissait, on vous a expliqué. Si ça baisse, ça sera plus qu'une amende. Une amende, des points en moins sur votre permis, mais vous ne pourrez pas reprendre le volant tout de suite. Tant que vous êtes au-dessus de 0,25, vous ne pouvez pas reprendre le volant. Non, ils viennent me chercher. D'accord, bon, ben, c'est la première fois, vous n'avez jamais eu de souci avec l'alcool au volant? Jamais. Là, vous avez consommé quoi exactement alors? J'ai pris un gin. Un verre de gin? Non, pas un verre de Ah oui. gin. J'ai pris un peu de gin dans du jus de fruits. D'accord. À ce stade, la conductrice risque jusqu'à 4 500 € d'amende et une suspension de son permis. Mais elle va avoir une seconde chance, car les gendarmes vont la refaire souffler 15 minutes plus tard. On va vous faire la deuxième mesure. Un peu plus fort, encore plus fort. Encore. C'est bon. 0,41. Non, regardez là. Et alors? Ce qui veut dire que vous êtes encore au-dessus, vous êtes en délit. Cette fois-ci, le délit est avéré. Et apparemment, contrairement à ce qu'elle affirmait au Major Cost quelques minutes plus tôt, cette dame est une récidiviste. Apparemment, il lui reste que 5 points sur son permis. Donc là, normalement, elle va en perdre 6. Et apparemment, elle a déjà fait des stages de récupération de points. Donc elle ne peut plus en faire. Donc normalement, son permis risque d'être annulé, avec après l'obligation de repasser le code et voir la conduite. Et là, ses amis vont venir la récupérer, donc elle n'a plus le droit de conduire. Quelques minutes plus tard, les amis de la contrevenante arrivent sur les lieux. Ou alors le véhicule, il peut rester là, oui. Je suis avec ma mère là. D'accord. Donc on va vous faire souffler. Oui. On est obligé, vous ne voulez pas consommer d'alcool. Vous n'avez pas consommé d'alcool? Bois une bière. Là, il y a combien de temps? Il y a 5 minutes. Le Major hallucine. Il semblerait que les amis de la dame aient eux aussi consommé de l'alcool avant de prendre le volant. Attendez, restez là-bas, madame. Attention, attention, il y a une voiture. Je vais vous faire... Je signale que j'ai pris un jus de tomate. D'accord. Avec ça de vodka au fond du mer. Mais un D'accord. comme ça. D'accord, bon. Alors peut-être que... Non, non. Il y a combien de temps? Oh bah, il y a un quart d'heure. Enfin, quand elle a téléphoné, j'étais en train de... Allez-y, vous soufflez tant que je vous dis pas d'arrêter. Encore. Hop, c'est bon. Vous faites une gymnastique, là. Alors vous me dites les résultats? 0, ça c'est bon. m'intéresserait. Le Bloody Mary n'a pas encore fait de dégâts. Malgré tout, cette dame semble éprouver de grandes difficultés à repartir. Dites-moi tout. Ah, vous pouvez pas desserrer le frein à main. C'est l'horreur. Alors attendez, je vais passer de l'autre côté. Ah oui. Elle est pas mauvaise. L'ami de la vieille dame va pouvoir conduire ce véhicule, pendant que le jeune homme conduira la voiture de la contrevenante. Un incident qui illustre bien à quel point, malgré les contrôles et les nombreuses campagnes de sensibilisation, beaucoup d'automobilistes persistent encore à négliger les risques de l'alcool au volant. D'après les chiffres, ces dernières années, l'Allier ferait partie des départements les plus touchés par les accidents dus à l'alcool au volant. Ce matin, au tribunal d'instance de Moulins, une vingtaine de personnes se retrouvent pour suivre un stage d'un genre un peu particulier. C'est 200. 25, s'il vous plaît. Les stagiaires sont tous des chauffards récidivistes. Ils n'ont plus de points sur leur permis. Ici, nous agissons sur instruction du procureur de la République de Moulins. Monsieur le procureur de la République de Moulins a décidé de vous donner une chance, parce que les peines auraient été beaucoup plus lourdes vous concernant. Et j'espère que ça va vous permettre de devenir des conducteurs responsables. Parmi les personnes qui assistent au stage, certaines ont été condamnées à de lourdes amendes. Pour pouvoir bénéficier de la clémence du tribunal, pendant 2 jours, ils vont être sensibilisés au danger de la vitesse et surtout de l'alcool au volant. Il y en a combien d'entre vous qui sont concernés par l'alcool? Levez le bras. Ah, c'est la plupart.
Donc il y a un gros problème d'alcool. Ici, la quasi-totalité des contrevenants a été sanctionnée pour conduite en état d'ivresse. Dans le département de l'Allier, l'alcool est le deuxième responsable des accidents meurtriers, juste après la vitesse. Vous vous sentiez apte à conduire votre véhicule ce jour-là? Oui, oui. Vous vous sentiez capable de conduire avec une dizaine de ricards et puis une dizaine de bières? Vous avez consommé quoi le jour-là? 4 whisky coca. Comment? 4 whisky coca. Le taux d'alcoolémie était de combien? 1 gramme 80. La majorité des stagiaires ne semblent pas vraiment réaliser que conduire en état d'ivresse est très dangereux. L'objectif du stage, leur faire prendre conscience des conséquences de leurs actes et les rendre plus responsables. Chacun est content de pouvoir faire la route en se disant je vais arriver vivant quand je vais à Clermont-Ferrand, je vais arriver vivant si je vais à Nevers, etc. etc. Il ne s'agit pas de faire une messe moralisatrice, il ne s'agit pas de dire que c'est bien ou que c'est mal, il s'agit de donner des repères pour soit ne pas consommer, mais bon, on vit tous, donc c'est plus apprendre à consommer correctement et ne pas se mettre en danger par rapport à sa santé et surtout ne pas se mettre en danger sur la route et ne pas mettre les autres en danger sur la route. Si je prends une bière comme Premier conseil, apprendre à contrôler sa consommation en prenant conscience des dosages réels lorsqu'on boit des alcools forts. Vous avez différentes bières, mais tous les jours, je bois mes 3 petits whisky en rentrant du boulot, ça me fait du bien, ça me détend. Je parle de verre comme ça. Ça, c'est dose de bar. Est-ce que vous servez une dose comme ça à la maison? Non. Voilà. Souvent, à la maison, on a tendance à se servir une dose comme celle-ci, voire parfois un peu plus, vous savez. Bon, vous vous rappelez qu'on s'habitue au produit, qu'un psychotrope, peu à peu, le cerveau va s'habituer. Petit à petit, la personne va peut-être s'en resservir. Allez, je m'en resserre un petit deuxième pour la route. Voilà. Et puis petit à petit, le petit deuxième fera plus l'effet. Et elle en boira 2 comme ça. Ça veut dire que c'est une personne qui boira 4 verres de whisky par jour. Les formateurs ont bien conscience que certaines des personnes présentes à ce stage ont de graves problèmes d'alcool qui ne pourront se régler qu'en cure de désintoxication. Ils vont donc leur donner des conseils pour limiter leur consommation ou en diminuer les effets. Ensuite, les stagiaires assistent à un diaporama de photos d'accidents très violents que nous avons choisi de ne pas vous montrer. Ça nous fait remettre en question, parce que les photos qu'ils nous ont fait voir, ça choque. Ça choque. Qu'est-ce qu'on vous a fait voir? Les diapos là, des accidents et tout. Alors en voyant ça, disant j'ai bu de l'alcool, je fais attraper un accident, je fais tuer des gens, c'est grave quand même. Moi ça m'a choqué. Mais d'autres semblent plus perplexes concernant l'utilité de ce stage. Moi aujourd'hui je suis sensibilisé, je vais le garder une semaine, je vais le garder 15 jours. Est-ce que dans un mois ce ne sera pas déjà loin tout ça quoi? Alors peut-être qu'il faut en parler pour que ça perdure. En parler autour de vous. Ouais. À l'issue de ce stage, les contrevenants ne pourront pas récupérer de points, mais ils verront leur peine diminuer, voire totalement effacée en fonction de la gravité de leur délit. Chaque année, près de 300 000 conducteurs participent à ces stages de sensibilisation. Ils sont essentiels, car le nombre de morts dues à l'alcool au volant augmente tous les ans. Retour dans le sud. Dans le département de l'Hérault, près de l'autoroute A9, le peloton de Poussant intervient 24 heures sur 24. Il est 4 heures du matin, quand Delphine et Célia sont appelées pour un accident qui a eu lieu sur l'autoroute près de Montpellier. On pense sur un accident matériel à la barrière de Montpellier 2. Voilà. Une personne apparemment qui aurait pris la barrière entre les 2 échangeurs nord-sud. Un accident sur l'autoroute. Il ne faut pas traîner, car cela peut vite dégénérer. Voilà, il n'y a pas de blessés, c'est déjà ça. Par contre, il ne faudrait pas que ça devienne du corporel ou du mortel. Donc le but, c'est d'arriver et de surtout bien protéger pour éviter tout ça. En moins de 15 minutes, l'équipe arrive sur les lieux. Elle est où la voiture? Elle est là. Sur place, les patrouilleurs de l'autoroute ont déjà protégé la zone. Et bonjour. Ça va, monsieur? Ça va. D'accord, qu'est-ce qui vous est arrivé? Bon, j'étais là-bas pour abattre ici, mais j'ai loupé ça, quoi. Mais vous vouliez aller où? Là, là. En voulant changer de fil, le conducteur a manqué son coup et s'est encastré dans la barrière. Vous avez les papiers du véhicule? Oui. Vous veniez d'où, là? À Toulouse. D'accord. L'automobiliste ne semble pas être en possession de tous ses moyens. Et son récit n'est pas très cohérent.
L'accident aurait eu lieu à 1 h du matin et pourtant, il n'a prévenu les secours que 2 heures plus tard. Les gendarmes de la brigade autoroutière suspectent qu'il se soit endormi dans l'intervalle. Alors Célia et sa collègue apportent un éthylotest. Positif. Je m'en doutais. Vous allez venir avec nous, monsieur, parce que vous ressortez positif au niveau de l'éthylo. Du vin, d'accord. En grande quantité? Un peu quand même. Un peu? C'est très bien. D'accord. Le dernier verre était à quelle heure? À peu près vers 6 heures. L'homme reconnaît avoir consommé de l'alcool. Mais ce qui inquiète les gendarmes, c'est que le contrôle est positif alors qu'il dit avoir bu son dernier verre il y a plus de 10 heures. Ce qui voudrait dire que le conducteur a pris le volant avec une dose considérable d'alcool dans le sang. On va faire une procédure parce qu'en fait vous avez fait pas mal de dégâts au domaine, d'accord? Donc les ASF vont vouloir quand même être remboursés par rapport à ces dégâts-là. Et ensuite, comme vous avez apparemment consommé un petit peu d'alcool, on va vous soumettre au dépistage pour connaître votre taux. Barrières, panneaux de signalisation. L'accident a fait de gros dégâts, mais c'est surtout le taux d'alcoolémie du chauffard qui préoccupe les gendarmes. Il est 5 h du matin. Direction la gendarmerie pour un deuxième contrôle. Allez, asseyez-vous là, Denis, tu le fais souffler, Célia? Allez, venez s'il vous plaît. « 0,29, 0,28. » 0,28 dans l'air expiré. Cela correspond à 0,56 g dans le sang. L'alcool baissant en moyenne de 0,15 g par heure, cela signifie que le chauffard a pris le volant avec plus de 2 g dans le sang. La sanction est inévitable. Donc je vais vous verbaliser, hein, parce que vous êtes sous l'état d'un empire alcoolique. D'accord. Donc vous avez vu votre taux? En examinant les papiers du conducteur, Célia se rend rapidement compte que l'homme est un récidiviste. Il a déjà été verbalisé 3 fois pour excès de vitesse et alcoolémie. Mais le pire reste à venir. Vous savez que votre permis est invalide, hein? C'est-à-dire que vous n'avez plus de points, monsieur. Ah bon? Ouais. Il n'est pas au courant. Pardon? Il n'est pas au courant. Ouais, je pense que vous allez l'être rapidement. Hein? Mais comme vous n'avez plus de points, vous n'avez plus de permis, monsieur. Le conducteur n'aurait pas reçu sa notification de retrait de permis. Face aux gendarmes, il fait profil bas. Dans le doute, Delphine se montrera clémente. Pour cette nuit et ses 0,56 g, il s'en tirera avec une simple amende. Il devra également payer pour les dégâts causés sur la route. Allez, au revoir. Tantôt répressif, tantôt préventif, les gendarmes n'ont qu'un seul objectif, garantir la sécurité sur les routes françaises. En 2014, plus de 24 millions de délits et infractions ont été recensés et 12,5 millions de points ont été retirés. Des sanctions dont le seul et unique but est de garantir notre sécurité lorsque nous prenons la route. Accidents et infractions à répétition, tel est le quotidien de tous ces professionnels de la route. Leur objectif, faire baisser le nombre de morts et de blessés. Quand certains conducteurs se relâchent, ils sont là pour maintenir une vigilance permanente. Plus qu'un simple travail, c'est un sacerdoce. Un engagement de tous les instants pour ces professionnels rompus à l'adrénaline et aux situations d'urgence. Avec pour toutes et tous le même et unique mot d'ordre, en toutes circonstances, assurer notre sécurité sur les routes de France.